table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, dans quelques jours, nous célébrons le 96e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, la première république de 1918. Pourquoi cet attachement au 28 mai? Est-ce exagéré de dire que sans le 28 mai 1918 et sans les hommes qui ont créé la République, le destin du peuple arménien et l'existence même de l'Arménie seraient mis en doute? Le 28 mai, c'est la renaissance, la résurrection d'un peuple dont on avait programmé la mort. C'est le début d'un nouveau chemin, certes difficile, dans un environnement pour le moins hostile, qui nous a permis de retrouver il y a 23 ans une deuxième indépendance qui, elle aussi, demande à être bien protégée. Aujourd'hui, nous parlerons de cette grande période, de cette date très importante, symbolique du 28 mai, qui caractérise ces 2 années et demie d'indépendance, avec Anaï Termination, historienne spécialiste de cette période. Bonjour Anaï Termination. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler du contexte général. D'abord, très rapidement, on sait que 1915 c'est le génocide et c'est pas que 1915 évidemment. Beaucoup d'Arméniens de l'Empire ottoman, de l'Arménie occidentale, se retrouvent pieds nus presque à Yerevan. Yerevan, une ville assez poussiéreuse, c'est pas le Yerevan qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est le contexte un peu général, mais sur le plan politique. Pourquoi, d'un seul coup, on arrive face à une indépendance que personne n'envisageait dans les années précédentes? En effet, cette indépendance n'avait jamais été programmée par aucun parti arménien. Ces partis révolutionnaires arméniens, caucasiens ou ottomans, qui s'étaient créés à la fin du XIXe siècle, avaient pour objectif de créer des conditions de réforme dans les provinces arméniennes de l'Empire ottoman. Et en aucun cas, compte tenu de la dispersion des Arméniens, compte tenu du nombre numériquement faible des Arméniens dans un environnement musulman, turc ou non turc, aucun parti arménien n'avait raisonnablement envisagé l'indépendance de l'Arménie. Ça, c'est extrêmement important de le souligner, puisque encore aujourd'hui, les historiens turcs ou les critiques contre les partis arméniens avancent une thèse qui n'est pas du tout avérée, à savoir que le mouvement révolutionnaire arménien du XIXe siècle cherchait le séparatisme et la création d'une Arménie indépendante dans les région orientale de l'Empire ottoman. Alors, c'était pas vrai ni pour l'Arménie occidentale, ni pour l'Arménie orientale. Encore moins pour l'Arménie caucasienne. Et si on prend, par exemple, le cas du Tashnakhtutun, qui est le parti qui prendra en main le destin de cette première république d'Arménie, de 1918 à 1920, il est intéressant de savoir quel était le programme de ce parti. Au 4e congrès du Tashnakhtutun à Vienne, en Autriche, en 1907, le Tashnakhtutun opte pour ce qu'on a appelé un double programme. Un programme pour les Arméniens du Caucase et un programme pour les Arméniens de l'Empire ottoman. Et dans ce double programme, ce qui ressort de ce double programme, c'est qu'en aucun cas il n'est question d'indépendance de région arménienne quelconque, mais de démocratisation, soit de l'Empire russe, soit de l'Empire ottoman, en trouvant une solution dans un système de type fédéral, où des régions de cet empire seraient partagées en unités administratives à trouver, lesquelles on ne sait pas encore en 1907, mais qui se fédéreraient avec le pouvoir central. Donc dans aucun cas, même dans le parti Tashnakhtutun, cette idée n'avait pas traversé les hommes politiques de l'époque comme une idée réalisable. À l'époque, c'était plus, vous voulez dire, c'est plus d'autonomie, de liberté, d'égalité. Plus de liberté, plus de démocratie, plus surtout le grand souci des partis révolutionnaires arméniens, c'était le sort des Arméniens de l'Empire ottoman. Et quand je dis les Arméniens de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les
paysans arméniens ou la population arménienne des provinces de ce qu'on nous avons appelé toujours l'Arménie historique, la partie orientale de l'Anatolie actuelle. Alors, ce qui a complètement changé les conditions politiques qui vont mener à l'indépendance de l'Arménie, comme vous le savez, c'est la Première Guerre mondiale, dont nous commémorons maintenant le centenaire en France, 1914, la Première Guerre mondiale, et la Révolution russe de 1917, qui a joué un rôle extrêmement important. C'est la combinaison des deux situations qui va amener en 1918, au moment où le front russe, à la suite de la révolution bolchevique en octobre 17, s'est effondré, où l'armée ottomane a avancé, a pénétré dans la partie caucasienne de l'Empire russe, où le gouvernement ottoman de l'époque impose en quelque sorte l'indépendance de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Quand je dis impose, je veux dire que la situation militaire sur le terrain est telle, par exemple l'armée ottomane, dirigée par Vehib Pacha, se trouve à 3 heures de marche de Yerevan. Bon, Yerevan qui n'est pas une capitale nationale à l'époque, qui n'est qu'une capitale administrative du gouvernement dit de Yerevan. Bon, du gouvernement de Yerevan, avec moins de 30 000 habitants. Oui, la ville comprend moins de 30 000 habitants, mais l'ensemble du gouvernement de Yerevan, ça comprend à peine 600 000 habitants, et, j'insiste là-dessus, près de la moitié de la population est tatar à l'époque. Tatar, ça veut dire Azeri aujourd'hui, musulmane en tous les cas. Donc c'est même pas un territoire entièrement arménien. Tout le monde sait que la plus grande ville arménienne de l'époque au Caucase, c'est Tiflis, et la plus grande ville arménienne de l'époque de l'Empire ottoman, c'est Constantinople, Polis. Bon. Donc on est très loin de l'Arménie historique. Et alors, l'enchaînement des faits est le suivant. Le 26 mai 1918, la Géorgie, soutenue par les Allemands, qui sont à l'époque les alliés politiques et militaires de l'Empire ottoman, va demander son indépendance. L'Azerbaïdjan, qui n'existe pas encore comme Azerbaïdjan, mais le territoire autour de Bakou, peuplé de Tatars, de musulmans, on va appeler bientôt des Azeris, ou des Azerbaïdjanais aujourd'hui, qui sont, eux, musulmans et turcs, de langue et un peu d'origine, eux sont tout à fait favorables à l'idée de devenir indépendants avec l'appui de l'Empire ottoman, et les Arméniens restés en dernier, c'est-à-dire le 28 mai 1918, ce qu'on appelle le Conseil Askaïn Khorusht, le Conseil national arménien, qui s'était constitué à Tiflis en 1917, va faire une proclamation qu'à d'autres reprises nous avons commentée ici, où le mot ni indépendance ni Arménie n'apparaît comme tel, mais où les membres de ce Conseil national, c'est-à-dire une quinzaine de personnes, prennent acte de la chose et annoncent qu'ils vont assumer l'administration de ces territoires peuplés d'Arméniens. Alors, il faudra rappeler en détermination que, vous l'avez dit, cette indépendance est venue un peu malgré nous, mais il y a eu quand même ces quelques batailles. Vous avez rappelé la présence des armées turques à la frontière de Yerevan, et quelle mobilisation extraordinaire, héroïque, historique, je dirais, de donc ces 3 ou 4 fronts, parce qu'on parle essentiellement des 3 fronts. Vous avez tout à fait raison, et je crois qu'il n'est pas inutile aujourd'hui de rappeler que si ces Arméniens n'avaient pas envisagé l'indépendance, n'avaient pas demandé l'indépendance, une fois qu'ils l'ont accepté, ils ont gagné leur indépendance sur le terrain en luttant contre l'armée turque. Alors comment ont-ils lutté contre l'armée turque? Il y avait des officiers, alors des grands officiers, Nazarbaïkan, Silikan, des généraux arméniens de l'armée russe, tsariste, qui se trouvaient dans la région, Bek, Piloumian, enfin voilà, qui ont encadré une levée en masse de la population arménienne. Alors, enthousiasmée, menée, je dirais, autoritairement par Aram Manoukian, dont on va pas faire l'historique aujourd'hui, mais il faudrait un jour lui consacrer. Quand même qu'on considère qu'il n'est pas seul, évidemment, parce que c'est une direction collégiale, mais c'est presque le père fondateur de l'indépendance de la République. On considère que c'est le père fondateur, en effet, de la République d'Arménie, mais il faudrait peut-être rappeler aussi que, un peu en amont, en 1915, il a été l'un des organisateurs de l'autodéfense de Van. Et pendant quelques semaines, le gouverneur de Van, nommé par l'armée russe, qui était venu sauver
ces Arméniens qui se défendaient contre l'armée turque. Alors justement, contrairement à beaucoup de camarades qu'il avait dans le mouvement révolutionnaire, c'était celui qui avait, même pour une courte période, on lui donné ce mérite d'avoir dirigé, gouverné une administration, donc d'où une semi-compétence. En tous les cas, expérience. Expérience. Et une expérience, puisqu'il avait négocié avec les autorités turques avant l'insurrection du côté turc. Ça a toujours été considéré comme une insurrection, comme l'autodéfense du côté arménien de Van. Donc il savait comment on négocie et comment on obtient quelques résultats quand on a des forces très faibles face à un État organisé avec une armée, une police de l'armement. Bon. Et puis de l'autre côté, on a aussi l'administration, la gestion de la population civile, santé, autodéfense. Enfin, c'est pas que l'aspect militaire comme d'autres. Non, bien sûr. Et puis surtout cette expérience administrative, il l'avait apprise, enfin il l'avait eue, quoique lui-même n'étant qu'un militant Tachnak du Karabakh, parce qu'il est Karabakhti d'origine, Aram Manoukian, il avait négocié cette fois-ci avec les Russes. Et c'est probablement lui qui, le seul à cette époque-là, est envisagé ou rêvé, je dirais, Yerazats, d'une Arménie un jour indépendante, mais acquise sur le terrain, après cette expérience de Van. Alors, Manoukian à Yerevan, aidé de Dro, qui est un militant Tachnak, mais je dirais un des militaires du parti, puisqu'à l'intérieur du parti Tachnak, depuis 1890, il y avait ceux qu'on peut appeler les civils, ou les penseurs, les dirigeants, Christopher Rostom Zavarian, etc., et d'autres d'ailleurs, l'intelligentsia pensante, et puis de l'autre côté, les fédaïs, que je considère comme, les formations paramilitaires du parti Tachnak. Dro appartient à cette seconde formation. Et Dro va sur le terrain jouer un très grand rôle. Et ce que Aram, entouré d'un petit comité de 4 personnes extrêmement actifs, va faire, c'est soulever la population arménienne, donc dans cette région de Yerevan et ses environs, hommes, femmes, enfants, paysans, et les pousser vers le front, encadrés par ces officiers de l'armée russe. Ça aussi, c'est très important. Et vous savez que pendant des années et des années, jusqu'à la deuxième indépendance de l'Arménie, c'est-à-dire jusqu'en 1991, un peu partout dans la diaspora, le Tashnak Tzoutioun a commémoré, mais pas seulement le Tashnak Tzoutioun, les 3 grandes batailles qui sont les Bachabaran, Barakilissé et Sardarabad. Voilà, Sardarabad, pour tous ceux qui vont en Arménie en vacances ou qui sont déjà allés en Arménie en vacances, le monument de Sardarabad qui a été construit pour le cinquantenaire par l'époque soviétique en 1968, s'il vous plaît, qui est un monument soviétique à la gloire de l'indépendance de l'Arménie à un moment où ces mots ne pouvaient pas être prononcés, mais qui étaient à la gloire du peuple arménien qui avait vu dans une bataille d'arrêt, c'était pas une grande victoire, c'était une bataille d'arrêt, arrêter l'armée turque, il y a eu là, donc déjà à l'époque soviétique, une espèce, disons, de synthèse entre le passé, le lointain passé, la bataille de Sardarabad, mai 1918, et ce qui se passait en Union soviétique à partir du cinquantenaire, c'est-à-dire les premières manifestations qui laissaient entendre que là, dans le sous-sol arménien, de la société arménienne, il y avait des forces qui étaient en train de monter vers quelque chose d'autre que le système soviétique tel qu'il existait. Alors, insistons un petit peu sur les hommes, parce que vous avez parlé d'Aram Manoukian, personnage clé, et pourtant décédé en janvier 1919. C'est-à-dire que il a vécu l'indépendance que pendant 6 ou 7 mois, mais en 6 ou 7 mois, il a pu mettre la République sur pied, et les autres sont venus continuer son travail. Mais Rupen Derminassian, c'est aussi un des personnages clés. C'est un fédaï qui venait de Daron après une défaite terrible avec ses hommes. Il venait dans la République. Il était même considéré par ses dirigeants comme
j'allais dire comme un traître, parce qu'il a pas voulu mourir avec son peuple à Daron, mais quelle vengeance par la suite. Il a fait un travail remarquable, lui, et c'est Fedaï Mouchetti qui était venu avec lui. Il était, je pense, il avait sauvé sa peau, il avait aussi sauvé la peau de Van Papazian, qui était, on va pas refaire l'histoire de Mouche Daron en 1915, qui est un sujet terrible. 7 mois de résistance. 7 mois de résistance, et aussi la différence entre Mouche et les autres régions de l'Empire ottoman, où disons le sort de la population arménienne de Mouche et du Daron est très différente du sort des autres régions de l'Empire ottoman, parce que là, la population n'a pas été déportée. Vous savez que l'essentiel du génocide arménien, c'est tout ce qui est arrivé au cours de la déportation, des massacres, la famine, l'enlèvement des enfants, des femmes, etc. Tandis que dans la région de Mouche Daron, étant donné la configuration du front, à l'époque, front russe, front de l'armée ottomane, avancée de l'armée ottomane en Perse. La Perse était un pays déclaré neutre, mais où les belligérants se sont affrontés, c'est-à-dire les Russes et les Turcs. La plaine de Mouche a été encerclée et la population a été massacrée sur place par les moyens les plus violents, c'est-à-dire des moyens artisanaux. On a entassé femmes et enfants dans les églises, on les a brûlés, etc. Ça a été absolument affreux. Et ceux qui ont sauvé leur peau, si je puis dire, c'est-à-dire qui n'ont pas disparu, ont été portés par cette idée que mourir sur place n'avait pas de sens, mais qu'il valait mieux survivre pour pouvoir continuer la lutte. De ce point de vue-là, si Loupen s'est conduit comme ça, mais je crois que c'est plutôt les circonstances qui ont joué en sa faveur, c'était absolument le point de vue de Lénine, qui considérait que sa vie était beaucoup trop précieuse pour la Révolution pour l'engager n'importe comment, encore que Lénine n'a jamais été un combattant. Alors, justement, c'est Fedaï qui se retrouve à Yerevan, et là, ils sont à la direction... Ils se retrouvent à Tiflis, d'ailleurs, avant Yerevan. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Yerevan, c'est rien. Yerevan, c'est une petite ville, comme vous l'avez dit, poussiéreuse, qui a son monument, je dirais, le plus remarquable à l'époque, il y a 2 ou 3 églises arméniennes, en effet, 2 petites églises arménienne, mais c'est la mosquée bleue de Yerevan qui existe encore en face du marché. Vous voulez dire que Tamanian n'était pas passé par là encore? Et d'autre part, Yerevan, il y a un lycée russe, il y a un gymnasium russe, il y a une gare, parce que depuis 1906, le train arrive jusqu'à Yerevan, mais la ville intellectuelle, si je puis dire, du Caucase, arménienne, en dehors de Tiflis, c'est Chouchi. C'est-à-dire la capitale du Karabakh, où les grands pétroliers arméniens de Bakou avaient leur résidence d'été, où ils avaient fait construire un magnifique lycée dont on peut encore voir les ruines, hélas, quand on va à Chouchi aujourd'hui. Donc Yerevan, c'était rien du tout. Et c'est à Tiflis que Loupen retrouve ses camarades du parti et qu'il va être engagé très tôt, dès la révolution de février 1917, dans la reconstruction, d'abord dans l'accueil des réfugiés. En 1917, avec Karo Sassouni et d'autres, il avait conduit jusqu'au Caucase quelques milliers de survivants arméniens de Mouche Daron, qu'on a installés soit dans le Daralaga, soit dans la région de Tallinn, là où on a pu les installer, des gens sans terre, sans feu, sans lieu. Donc ça, c'est un point très important. Dans la tête de Loupen et d'autres, c'est l'idée qu'il faut trouver une terre pour ces Arméniens qui, à l'époque, pour la majorité d'entre eux, n'étaient que des paysans. On l'oublie aussi, ça. Il n'y avait pas que des intellectuels ou des commerçants ou des artisans. Donc il fallait des terres. En plus, ils pensaient à leur donner les terres les plus fertiles. Oui. Ils allaient même dans ces détails-là. Pour que, par exemple, dans la région de Tallinn, c'était les terres assez fertiles et il fallait donner à ces Arméniens de Mouche et de Daron et à d'autres aussi, donc, ces terres les plus riches. En tous les cas, en septembre, donc 17, c'est-à-dire pratiquement un mois avant la révolution d'octobre, qui se passe, elle, à Saint-Pétersbourg, à Pétrograd, où les bolcheviks vont prendre le pouvoir, se termine le grand congrès des Arméniens orientaux
orientaux, c'est-à-dire des Arméniens du Caucase, avec cette distinction qui s'établit dès cette époque-là entre Arméniens orientaux et Arméniens occidentaux, les Arméniens occidentaux étant essentiellement les réfugiés de l'Empire ottoman, avec quand même quelques têtes pensantes là-dedans, bon, comme Zabel Essayan, par exemple, comme Antranik, des gens qui ont un passé, qui ont quelque chose à faire et qui pensent qu'il faut faire quelque chose pour les Arméniens de Turquie. Et Rupen et les autres ont été élus à Askaïn Khorurt, donc à la fin de l'année 17, qui va prendre en main le destin de ces territoires arméniens concédés en quelque sorte aux réfugiés arméniens, aux gens du pays, par l'apparition d'une Géorgie indépendante et d'un Azerbaïdjan indépendant. Alors tout le monde sait que ça se terminera très vite par le traité de Batum de 4 juin 1918, traité entre ce Askaïn Khorurt, enfin ce conseil, et le gouvernement ottoman, représenté sur place par les militaires de l'armée ottomane, l'armée turque. Et ce traité de Batum est un traité absolument draconien qui fait de l'Arménie indépendante, reconnue par la Turquie, un petit territoire de 11 000 km² autour de Yerevan. Bon, et c'est sur cette base-là, dans des conditions absolument épouvantables, que va se construire la première République d'Arménie. Alors, puisque vous avez parlé à détermination de la superficie de cette Arménie au début de son existence, parlons aussi de cette élasticité des frontières. J'entends par là le fait qu'on est passé de 11 000 à 40 000 à une période, et puis on est retombé à 30 000. Quelles étaient les circonstances de l'élargissement de ces frontières? C'est simple, la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le fait que l'Empire ottoman demande l'armistice fin octobre 1918, que l'armée turque qui avançait et dont l'objectif était d'atteindre Bakou, oui, et à travers Bakou d'atteindre l'Asie centrale, porté par le rêve de certains comme Enver Pacha par exemple, qui était le ministre de la guerre, d'une puissance, d'une pantouranienne, c'est-à-dire faire la liaison entre les Turcs d'Asie centrale et les Turcs d'Anatolie. Bon, un rêve qui va on le dit pas assez à détermination que les Arméniens, surtout à Bakou, mais aussi ceux qui ont fait le travail à Yerevan dans la résistance contre les forces turques, ont fait beaucoup pour les alliés parce qu'ils ont retardé l'arrivée des Turcs à Bakou. Donc Bakou, c'est comme aujourd'hui, c'est le pétrole, et donc c'était un coup assez sévère pour les Allemands à l'époque. Donc on oublie que les Arméniens, par leur effort, ont contribué à ce travail. C'est exact. Bon, là, le sujet de Bakou, c'est un sujet, c'est un autre sujet effectivement, où les Arméniens ont résisté à Bakou. Je vous rappelle aussi le rôle de Rostom à Bakou, Rostom dont nous avons eu l'occasion de parler ici. Alors, le rôle de Rostom, et permettez-moi d'ajouter de Shahmian aussi, parce que c'est la seule fois dans l'histoire où les Tachnak-Tsagan et les bolcheviks ont collaboré, c'était justement pour faire face aux ennemis turco-tatars de l'époque. Bon, mais ça, non, vous avez tout à fait raison de rappeler cela. Mais enfin, l'histoire de Bakou est une histoire extrêmement compliquée. En tous les cas, pour en revenir à ce que nous avons évoqué, comment est-ce que l'Arménie s'est élargie jusqu'à atteindre 40 000 km²? C'est tout simplement en utilisant cette période de paix relative, je dis bien relative, qui s'instaure à partir de novembre 1918, on est sorti de la guerre, et aussi par le fait que, alors ça c'est une autre affaire, en Occident, les vainqueurs, ce sont ceux qu'on appelle les alliés, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, qui s'est ralliée à la France et à la Grande-Bretagne. Normalement, ça aurait dû être la Russie, mais la Russie est devenue bolchevique, donc les relations entre les alliés ont été rompues. Et à Paris, on partage en zone d'influence entre les alliés vainqueurs les différents espaces de l'Empire russe et de l'Empire ottoman. Ainsi, l'Ukraine, dont on parle sans arrêt ces jours-ci, tombe dans l'escarcelle de la France. C'est quelque chose qu'on n'a pas rappelé
dans les ondes, que la France, en 1918, de 1918-1920, doit, en principe, s'occuper des affaires ukrainiennes. Et le Caucase est confié à la Grande-Bretagne. Donc, les Anglais, par Bakou, par le Golfe Persique et par l'Inde, ont ramené des troupes syres, des Syrs, c'est-à-dire des musulmans hindous, enturbanés, du nord de l'Inde, qui sont des troupes restées fidèles, bien que le djihad ait été déclaré, je vous rappelle, par l'Empire ottoman au début de son entrée en guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Et en s'appuyant sur ces Syrs, les Anglais ont pris pied en Azerbaïdjan. Alors, ce qui les intéressait le plus, c'était bien sûr, comme vous l'avez rappelé, Bakou et son pétrole. Ont pris pied en Azerbaïdjan et vont jouer, comme vous le savez aussi, un rôle, hélas, crucial dans l'attribution du Karabakh. Bon, puisque pour les Anglais, le Haut-Karabakh, à cause de sa position géographique, à cause du développement du pétrole, à cause de l'ensemble de routes ou de voies ferrées qui avaient été construites par l'Empire russe ou à l'époque de l'Empire russe, leur semble revenir à l'Azerbaïdjan. Mais ces mêmes Anglais vont soutenir alors le Premier ministre Alexandre Khadissian dans sa reconquête, si on peut dire, des territoires annexés par l'Empire russe, c'est-à-dire les provinces de Gars et d'Ardan. C'est parce qu'en avril 1918, l'armée arménienne, dans laquelle on retrouvera Drô aussi. Bon, on retrouvera les généraux de l'armée russe, menés par Khadissian, Khadissian viendra simplement inspecter le territoire, réussiront à annexer à cette petite Arménie les provinces de Gars et d'Ardan, et même, mais ça sera très provisoire, le Nakhitchevan. Alors, le Nakhitchevan qui sera perdu définitivement. Pour l'histoire, il faudra dire que plus tard, les accords entre kémalistes et bolcheviques à Moscou d'abord, en 1921, ont fait que toute cette région, Ardahan, Kars, est retombée dans les mains des Turcs. Mais en 2 mots, en détermination, pourquoi nous avons perdu ces territoires? Parce que là, l'armée a été démobilisée, il y a eu une sorte de démotivation dans l'armée, plus personne ne voulait se battre à la fin de l'indépendance. Écoutez, pourquoi nous avons perdu ces territoires? Tout simplement parce que l'Arménie, il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte, l'Arménie est un petit territoire enclavé, dans laquelle qui comprend un peu moins de 800 000 habitants, entre 19 et 1. Sur ces 800 000 habitants, un peu plus de 300 000 sont des réfugiés qui ont survécu non seulement au massacre en Turquie, mais aussi à la guerre civile dans le Caucase. Parce qu'il y a eu des réfugiés aussi de Gals et d'Ardan, c'est pas simplement l'Empire ottoman qui est en jeu. 160 000 personnes touchées par des maladies. Par exemple. Bon. Et en même temps aussi parce qu'il y a eu cette terrible, vous vous rappelez, famine et désastre de l'hiver 1918-1919 qui a fauché une partie de la population. Donc, cette Arménie apparaît au début de l'année 1919 comme une espèce de mouroir, où la survie est un véritable miracle qui va se produire au printemps 1919, quand enfin le blé américain, octroyé et acheté d'ailleurs, octroyé mais pas donné, à l'Arménie, arrivera par les ports géorgiens jusqu'à la plaine de l'Ararat. Et dans ces conditions-là, les rapports de force sont totalement inégalitaires entre cette petite Arménie qui va en effet, alors les militaires vont tenter de mobiliser les soldats arméniens, mais on sort de 4 années de guerre, et pas n'importe quoi. La Première Guerre mondiale, on sait combien elle a été meurtrière, le génocide arménien, la démoralisation totale des populations, un armement insuffisant. Par exemple, les Arméniens avaient demandé 2 avions qu'on leur avait promis, parce que déjà la guerre est aérienne au cours de la Première Guerre mondiale, qui ne sont pas arrivés. On leur avait promis des armes, ou on leur a livré des fusils, mais avec des armes c'est l'Occident dont je parle, les Alliés, mais dont les munitions ne correspondaient pas aux fusils qui avaient été livrés. Et je répète encore une fois, la démoralisation, le fait que en face il y a non seulement le mouvement kémaliste, c'est-à-dire un mouvement nationaliste turc
qui a soulevé les populations musulmanes d'Anatolie contre les empiétements territoriaux du territoire sacré de la Turquie, disons. Il faut savoir que Gals et Ardahan ont représenté dans le mouvement kémaliste l'équivalent de l'Alsace-Lorraine pour la France. Quand la France a perdu l'Alsace-Lorraine après la guerre de 70, en 1914, l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne, un de ses buts de guerre, peut-être pas affiché comme tel, c'était quand même la restitution de l'Alsace et de la Lorraine. Dans le mouvement kémaliste, c'est carrément dit, on veut reprendre Gals et Ardahan. Et puis, il ne faut pas oublier que partout, les musulmans sont presque aussi nombreux que les Arméniens, et partout apparaissent des shura musulmanes. Les shura, ce sont des sortes de conseils, de soviets musulmans, qui sont bien décidés. On ne parle pas d'intégrisme à l'époque, comme aujourd'hui. Mais les mouvements qu'on voit aujourd'hui, salafistes, intégristes, etc., apparaissent déjà, sont en germe à cette date-là. Et les Arméniens doivent lutter contre cela. Alors, dès que vous parlez, par exemple, des États-Unis, de l'aide, là, il y a tellement de parenthèses à ouvrir. Pour rien que ça mérite une émission pour dire comment les ambassadeurs, dont on peut rappeler un nom, Armen Karo, et puis Kachaznouni, le premier ministre, sont partis aux États-Unis pour justement faire des collectes, faire aussi du lobbying auprès des gouvernements américains. Non seulement du lobbying, mais je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur ce que nous avons dit concernant l'indépendance. Ces hommes politiques que vous venez de citer, qui ont été des hommes remarquables, Hovhannes Kachaznouni, Alexandre Khadissian, plus tard Amo Anjanian, Rupen Delminassian, Simon Vratian, etc., étaient devenus des partisans d'un État arménien. Après 6 siècles de disparition des royaumes ou des principautés arméniennes. Mais ils avaient tout à fait conscience que cet État arménien ne pouvait vivre que soutenu par des grandes puissances. Et on venait d'inventer, en même temps que la Société des Nations, la notion de mandat. Je vous rappelle, vous qui êtes né au Liban, que pendant l'entre-deux-guerres, la France a été mandataire en Syrie et au Liban. La France a eu des responsabilités dans ces États-là. Que les Anglais ont eu un mandat sur la Palestine et la Jordanie. Je ne vais pas, si vous voulez, rappeler tous ces mandats. Donc les Arméniens souhaitent des mandats. Et Avedis Aharonian, qui a été envoyé à Paris pour participer à la conférence de la paix, qui se tient à Paris, qui se tient à Versailles plutôt, à partir de l'année 19, qui met 2 mois, un voyage de 2 mois pour arriver de Yerevan jusqu'à Versailles, est chargé par ce gouvernement arménien de manifester les préférences des pays dont on souhaite le mandat. Alors je vous donne la liste. Le premier, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est loin. Et puis c'est généreux. Voilà. Ce qu'on connaît des États-Unis en Arménie, c'est surtout les mouvements protestants, les écoles, les États-Unis. Parce qu'il faut dire que même à la fin du 19e siècle, il y a eu des mobilisations extraordinaires, et non seulement à l'origine, à l'initiative d'Arméniens. Oui. Des Américains se sont mobilisés pour aider les Arméniens massacrés. Il y a la déclaration de Wilson avant l'entrée en guerre des États-Unis, déclaration de Wilson, où il était dit clairement, s'agissant de l'Empire ottoman, qu'il fallait accorder l'autonomie à ces populations, aux Arméniens. Bon, les États-Unis d'abord, la Grande-Bretagne ensuite, la France en 3e position, et la Russie en dernière position, c'est-à-dire ce qu'on ne voulait, c'était se débarrasser de la tutelle russe et obtenir l'aide des États-Unis. Et vous savez sans doute ce qui est arrivé lorsque l'Arménie a été enfin reconnue de facto, parce que dans les relations internationales, il y a 2 façons de reconnaître un État, un jeune État. C'est de facto et de juré. Bon, pour le moment, on en est de facto. L'Arménie n'est reconnue de facto par les grandes puissances qui sont réunies à Versailles qu'en janvier 1920. Et entre janvier 1920 et mai 1920, s'instaure aux États-Unis une grande discussion au Sénat
et au Congrès pour savoir si les États-Unis vont ou non accepter un mandat sur l'Arménie. Et vous connaissez le résultat. Il y a un conflit très fort entre les sénateurs et Wilson, et finalement le Sénat américain rejette le mandat mandat sur l'Arménie. C'est trop loin. Et moi, chaque fois que je vais à Yerevan, je pense à ça, parce que quand on débarque de l'aéroport de Yerevan pour aller à Yerevan, on passe devant l'ambassade absolument surdimensionnée des États-Unis à Yerevan, une espèce de forteresse en béton qui surplombe le plateau arménien. Et je me rappelle toujours de cette grande erreur politique qu'avait été pour les Américains de refuser un mandat sur l'Arménie. Parce qu'à l'époque, ils considéraient que la situation était beaucoup trop trouble, beaucoup trop incertaine entre la Russie, le Caucase, le mouvement kémaliste pour prendre des responsabilités. Mais peut-être aussi parce qu'il y avait des hommes comme Bristol et d'autres chez les Américains qui ont, dès cette période, opté pour une coopération forte entre les États-Unis, et les Turcs. Donc, ce qui a fait peut-être... Je vous reprends. Dites-moi. Je vous reprends. Vous faites une erreur. Les États-Unis n'ont pas reconnu le gouvernement kémaliste jusqu'en 27. Ah, je parle d'hommes qui ont voulu quand même reconnaître et qui ont fait du lobbying à l'intérieur de l'État américain pour aller dans ce sens-là. Et c'est ça qui a fait probablement Les États-Unis ont voulu aussi ménager les biens des missionnaires américains dans la Turquie, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ça aussi, c'est intéressant. Et ils ont reconnu plus vite l'Union soviétique que la Turquie. Bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Alors, ça nous emmène trop loin. Revenons à l'indépendance. Et moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on en parle pas souvent, la création des institutions, parce qu'on est dans un État jeune, un peuple qui avait perdu l'indépendance et le sens de l'action d'État depuis 6 siècles environ. La transformation a été rapide parce que ces dirigeants ont pris conscience de leurs responsabilités. Et il y avait là aussi des hommes comme Kachazuni, surtout Khadisian, qui était maire de Tiflis. Et Tiflis était une grande ville, donc il avait l'expérience d'une gestion d'une grande ville, d'une grande capitale, aussi bien politique que culturelle. Mais ceci dit, comment les institutions, le Parlement, les gouvernements, les ministères, l'organisation s'est créée, s'est constituée? Bon, alors, vous avez raison d'insister sur la valeur exceptionnelle d'Alexandre Khadisian, qui, je le rappelle à nos auditeurs, est mort à Paris en 1945. Bon, qui était un homme tout à fait exceptionnel, qui avait été maire de Tiflis, qui avait été président des villes caucasiennes à la fin de l'Empire russe, et qui avait une formation russe et occidentale. Il était médecin d'origine. Enfin bon, c'était qui avait une culture très étendue, non seulement sur le plan littéraire et scientifique, mais aussi qui avait une pratique politique. Bon, les autres ne peuvent pas lui être comparés. Aucun autre des dirigeants arméniens. Les autres se sont formés sur place. Mais nous savons aussi, il suffit de regarder la vie politique en France pour savoir que cette vie politique, justement, est dans les démocraties, à condition qu'il y ait une démocratie représentative, c'est-à-dire à condition qu'on puisse instaurer des institutions avec un parlement, des élections. Ce sont des milieux dans lesquels les hommes politiques apparaissent et vont montrer leur capacité. Eh bien, c'est ce qui a commencé à se passer en Arménie. Je dis ce qui a commencé puisque ça n'a duré que 2 ans. Cette expérience. Mais en effet, dès le début, alors le début, il est assez, ça mériterait presque un roman ou en tous les cas un film, à savoir que cette fausse indépendance de l'Arménie a été proclamée à Tiflis, le 28 mai 1918. Mais à Tiflis, il y a ce Askaïn Khorurt qui va devenir, je dirais presque malgré lui, le premier gouvernement de cet État virtuel. Mais il mettra 3 semaines pour quitter Tiflis et gagner Yerevan. Alors, est-ce parce que il n'y croit pas, ou est-ce que parce que Yerevan, par rapport à Tiflis c'est déjà une ville moderne, une ville avec opéra, théâtre, etc. Enfin, avec des vieux quartiers, bien sûr, mais où c'était un état de civilisation
qui, comparé à Yerevan, ville poussiéreuse, un peu tatar, n'attirait pas du tout. Et puis, ce n'était pas dans l'esprit du temps. Donc, ils ont mis 3 semaines à arriver en Arménie, en quelque sorte, et ce n'est qu'à partir du 1er août 1918, dans un théâtre réquisitionné, pas loin de l'hôtel Marriott, là, qui est l'ancien hôtel arménien à Yerevan, l'hôtel Marriott que vous connaissez, que s'installe, alors, le premier chorurt arménien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par 3 le nombre des membres du Askaïn Chorurt. Ils étaient 15, on en met 45, on va chercher des représentants dans différents partis sur place. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection encore. Il n'y a pas d'élection, il n'est pas possible. On est en août 18, la guerre continue. Je vous rappelle que la guerre continue, hein, c'est 11 novembre 1918 en Occident, 30 octobre 1918 en Turquie. Donc la guerre continue encore pendant plusieurs mois. Et alors là, c'est le Parlement qu'on est en train de former. Qu'on est en train, le Chorurt, c'est-à-dire Chorurt, bon conseil, qui va jouer le rôle de Parlement par rapport à ce gouvernement qui est sorti du Askaïn Chorurt élu en septembre 17 à Tiflis. Vous voyez, tout ça c'est de briques et de broc. Hein. Il faut inventer, je dis même pas réinventer, il faut inventer ces institutions. Alors là, il y a forcément un homme, un président de parlement de ce Chorurt. C'est un début de parlement, et il y a surtout cette idée dont on a beaucoup glosé, on s'est beaucoup moqué, à savoir qu'il faut instaurer, ça c'était dans la culture du mouvement révolutionnaire arménien, instaurer des institutions à la manière des États démocratiques les plus avancés en Occident. Alors qu'est-ce que je cite? La Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, mais c'était un peu lointain, à peine l'Italie, hein, qui est un tout jeune État. Je ne parle pas de l'Allemagne, qui était un régime autoritaire, etc. Enfin, voilà le modèle. Donc, la démocratie, c'est-à-dire un système dans lequel le peuple peut faire entendre sa voix, hein, et peut manifester sa volonté, supposait un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif sous la forme d'un parlement élu. Alors, il ne faut pas peut-être oublier en détermination que beaucoup des dirigeants de l'époque ont fait leurs études, ont vécu, sont venus travailler pour leur parti dans les journaux arméniens, en France, en Suisse, certains en Allemagne aussi. Donc ils ont une proximité avec cette culture politique occidentale. Ils ont une proximité, ils savent qu'il faut une constitution. Alors, disons tout de suite, cette constitution ne verra pas le jour, on n'aura pas le temps de rédiger une constitution. Si vous avez suivi l'histoire de la constitution de l'actuelle République d'Arménie, vous savez que ça prend du temps. Hein, 1 an, 2 ans, ça demande des juristes, des constitutionnalistes, etc. Ça ne s'improvise pas. Mais l'intention, c'est d'avoir une constitution. Et le tournant important, c'est lorsque la paix, et je mets des guillemets, est revenue. Donc l'année 19, qui est le printemps 19, on prépare des élections générales qui auront lieu en juin 1919. Sur la base de quoi? Sur le principe du suffrage universel masculin et féminin. L'Arménie est en avance au moins de 30 ans sur la France, enfin presque 30 ans, puisque les femmes auront le droit de vote seulement après la Seconde Guerre mondiale en France. Hein. Je reprends ça quand même, féminin. Bon. Et ces premières élections qui vont intéresser environ 600 000 personnes. Mais c'est pas sur l'ensemble du territoire que les élections ont lieu. C'est l'ensemble du territoire qui est contrôlé par l'armée arménienne. Voilà. Bon, à cette date-là. C'est-à-dire Galseardan compris, puisque nous avons dit que la frontière s'est étendue jusqu'à 40 000 km². Bon, à peu près. Le Nakhichevan a été conquis mais reperdu. Laissons le Nakhichevan. Le Nakhichevan est définitivement perdu. Alors, est-ce qu'on peut dire en détermination que les élections, on parle de 1919 et non pas de 2019, est-ce que les élections étaient propre? Est-ce qu'il y avait des contestations Écoutez, s'il y a eu des contestations, il y avait ce qu'on appelait des Mauseristes, c'est-à-dire des militants Tachnak qui avaient un Mauser qui était une espèce de revolver à 6 coups, à 4 coups, enfin j'ignore le nombre de coups, qui faisait régner un ordre un peu, un peu contraint, hein, disons. Mais il semble que dans l'ensemble, ces élections se soient passées dans des conditions acceptable dans la mesure où
les choses pouvaient être acceptables dans ce qu'on a décrit dans le chaos arménien. Tout, comme disait Kachazouny dans sa première déclaration en août 1918, c'est un chaos, l'Arménie. Donc tout, absolument tout est à construire. Mais il y a eu une forte participation et comme on s'y attendait, le Tashnakhtutun a raflé à peu près 90% des voix. Alors, mais juste une question sur les forces en présence, parce que là, il y avait évidemment le Tashnakhtutun, mais il y avait les sociodémocrates, les socio-révolutionnaires, les populistes. Bon. Qu'est-ce que ces forces représentaient en réalité? Alors, d'abord, il y avait d'autres partis que le Tashnakhtutun. Alors, commençons par le parti de la bourgeoisie ou des classes moyennes ou de la bourgeoisie arménienne, dont les forces vives et économiques se trouvaient à Bakou, à Tiflis et Batoum. Bon, pas à Yerevan, en tous les cas. Yerevan, c'était une terre de paysans pauvres. Enfin, Yerevan, pas la ville, mais l'entourage de Yerevan, l'espace qui est autour d'Yerevan, la plaine de l'Ararat. Et encore, cette plaine de l'Ararat avait une population à moitié tatar. Les terres appartenaient pour partie aux Tatars. Bon. Alors, il y a le Tashnakhtutun, dont on va pas faire l'historique du Tashnakhtutun, et puis il y a des partis d'opposition. Alors, enfin, pas d'opposition, de collaboration. Alors, la bourgeoisie arménienne avait créé, à la fin de l'Empire russe, un parti qui s'appelait le parti Jorovurtagan, c'est-à-dire populiste. Mais le mot populiste n'a pas le terme péjoratif actuel. Si je dis que ce parti était populiste, aujourd'hui, ça fait frémir les auditeurs. Donc c'est un parti de la bourgeoisie arménienne libérale, modérée, favorable à l'origine à une démocratisation de l'Empire russe, qui avait eu 2 représentants dans la Douma d'Empire à l'époque de Nicolas II, et qui s'était rallié, disons, difficilement, mais raisonnablement, à un État indépendant arménien et qui avait même, au mois de mars 1919, participé à un gouvernement dit de coalition. C'est-à-dire le Tashnakhtutun, ce parti populiste. Il y avait des SR, socialistes révolutionnaires, qui, eux, avaient un parti qui était un peu une prolongation du mouvement SR russe, c'est-à-dire le mouvement, alors cette fois-ci, tourné vers la paysannerie russe et ici aussi tourné vers la paysannerie arménienne. Je peux pas développer, on n'a pas le temps. Et il y avait ce qu'on appelait les sociodémocrates, c'est-à-dire ceux qui se disaient marxistes, qui se disaient marxistes, mais qui se divisaient en mencheviks et bolcheviks et aussi en spécifistes, qui était une spécificité arménienne. Un peu comme le Bund chez les Juifs, c'est-à-dire un mouvement qui considérait que, compte tenu de l'histoire nationale du peuple arménien, on ne devait avoir une approche différente, tout en étant marxiste, c'est-à-dire en croyant à la lutte des classes, tout en préconisant un régime un jour qui serait un régime de collectivisation générale, agraire, des moyens de production et d'une façon générale. Parmi ces sociodémocrates, les seuls qui n'aient pas collaboré, c'était les bolcheviks, qui étaient carrément contre, parce que les bolcheviks étaient contre un État arménien indépendant, y compris Shahoumian, dont on a parlé tout à l'heure, mais qui lui était à Bakou et qui a disparu très vite au cours de l'été 1918, puisqu'il a été fusillé avec ses compagnons, les 26 commissaires de Bakou, qui est un autre sujet. Et puis, il y avait des neutres. Parmi les neutres, il y avait un personnage que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelait Begzadian, des gens qui étaient d'aucun parti. Et puis, il ne faut pas oublier que cette République d'Arménie, Kachazouny l'avait dit, cette République, ce n'est pas la République arménienne, mais c'est la République d'Arménie. Ça voulait dire que on donnait plus qu'une place, on reconnaissait l'existence de musulmans, des Tatars, de Russes, puisqu'il y avait encore une petite colonie russe, et les Russes qui étaient représentés par les Doukhobor, vous savez, toutes sortes de sectes religieuses qu'on avait installées, que les tsars avaient installées dans ces confins du Caucase, et tous ces gens-là devaient être représentés, ou ont été représentés dans le Khoroshtaran qui sortira des élections de juin 1919. Mais je voudrais ajouter quelque chose qui a été une sorte de scandale politique. Pour le 28 mai 1918, c'est-à-dire pour le premier 1919, pardon, pour le premier anniversaire,
de ce qui avait été cette fausse déclaration d'indépendance de l'Arménie, 28 mai 1918. Indépendance de fait, en tout cas. Le gouvernement arménien, qui à l'époque, le Premier ministre, c'est Alexandre Radissyan, prend 2 décisions qui ont joué un rôle très important par la suite dans la division chez les Arméniens en général. Bon. La première décision, ça a été de faire nommer 12 députés arméniens représentant les Arméniens occidentaux, c'est-à-dire les Arméniens de Turquie, choisis parmi les réfugiés arméniens. Il y a un nom qui me vient spontanément à la bouche, c'est les Sassouni, par exemple. Les 2 frères Sassouni, Armen et Garo Sassouni, qui avaient été élus et nommés par les réfugiés, les 200 000 réfugiés arméniens de Turquie qui sont là, qui sont dispersés autour de Yerevan et qui manifestent leur intention de participer à la construction de ce pays, mais qui ont aussi un autre projet. L'autre projet, c'est que ils veulent le Nerkart, c'est-à-dire le rapatriement, ce mot que nous avons utilisé entre vous savez, en 46, 47, que ce soit en Syrie, au Liban, en Égypte, en France, pour qualifier les Arméniens de diaspora qui sont retournés. Parfois, ils n'y avaient jamais mis les pieds. Donc, enfin, qui sont allés en Arménie soviétique. Il y en a eu quand même 100 000 entre 46 et 47. Ce mot Nerkart, en fait, je l'ai découvert dans le discours qu'Alexandre Radissyan fait pour expliquer ce comportement. Ce Nerkart est utilisé à l'époque pour définir ce que souhaitent les réfugiés arméniens qui sont sur le territoire de cette République d'Arménie. Ils veulent retourner dans leur pays d'origine, c'est-à-dire Erzurum, Van, Mouch, Trabzon, Kharpest. Et là, c'est le Premier ministre de la République d'Arménie qui fait cette déclaration en 1919. Voilà, il y a 12 nouveaux députés qui vont venir s'ajouter aux autres. Voilà, ces 12 vont représenter les Arméniens occidentaux. Et conséquence de ça, c'est la déclaration du Miatia Langa Hayastan, c'est-à-dire la déclaration du 28 mai 1919, en présence du Catholicos Georg V, s'il vous plaît. L'Arménie libre, indépendante et unifiée. Libre, indépendante et unifiée. Alors, libre, indépendante, on comprend, on n'a pas besoin d'expliquer. Unifiée, ça veut dire que, dès cet instant-là, on annonce que cette République d'Arménie est destinée à s'élargir au territoire réputé arménien de l'ex-empire ottoman, de la Turquie kémaliste. Bon. Alors, on va pas entrer dans l'histoire. Ce qu'on peut juste dire, c'est que cette motion a été votée déjà quelques mois auparavant par les Arméniens de l'Arménie occidentale se trouvant en République d'Arménie. Ça a été confirmé par le Premier ministre et quelques mois plus tard, le Congrès Tutashnak-Tutun a repris la même résolution et en a fait un mot d'ordre pour presque depuis, on va dire, presque 100 ans. Le même mot d'ordre existe aujourd'hui de l'Arménie libre, indépendante et réunifiée. Curieux que ça puisse paraître peut-être aujourd'hui à nos auditeurs, s'ils suivent ce dialogue que nous avons, vous et moi, c'est que cette déclaration, plus encore que la nomination, en quelque sorte, de ces 12 Arméniens occidentaux, cette déclaration de l'Arménie indépendante et unifiée va faire éclater la coalition. Bien que sur place, les députés populistes, tous avaient voté pour cette Arménie indépendante et unifiée, à Tiflis, c'est le scandale, et à Paris, Boros Noubar Pacha, qui lui dirige la délégation nationale arménienne nommée par le Catholicos Georg V à Paris depuis 1912, éclate d'indignation et annonce que cette déclaration est un acte sans lendemain qui compromet sérieusement les négociations engagées au traité de Versailles pour assurer l'avenir de l'Arménie, et il utilise ce terme un peu méprisant, à savoir l'Arménie araratienne. De la plaine de l'Ararat. Bon, l'objectif de Boros Noubar Pacha, on peut pas on va pas l'accuser de ne pas avoir voulu l'extension de l'Arménie, mais lui, il se bat non pas pour les territoires du Caucase, il se bat pour que
au traité de Versailles, les alliés vainqueurs accordent aux Arméniens des territoires qui vont effectivement de la mer Noire à la Cilicie. La Cilicie est un élément extrêmement important dans la stratégie politique de Boros Noubar Pacha. À Yerevan, je vous dirai tout de suite, je vais citer deux personnages que nous avons déjà cités, Kachaznouni et Rupen, considèrent que ce plan, cet objectif de Zovezov Hayastan, de l'Arménie de la mer Amère, est complètement démesuré, est complètement irréaliste, parce que, comme vous savez, le génocide a vidé, et presque, j'allais dire, définitivement, les régions revendiquées de leur population arménienne, même s'il y aura un aller-retour en Cilicie des Arméniens venus de ce qui va devenir la Syrie et le Liban, qui retourneront en Cilicie et puis qui repartiront avec les armées françaises lorsque la France cédera. Voilà. Enfin, on va. Ce qu'il faut dire aussi en détermination, c'est que en 1919, en 1920, il n'y avait pas de téléphonie mobile, il n'y avait pas Skype, il n'y avait pas Internet, et les deux délégations, c'est-à-dire celle de Boros Noubar Pacha et Davidis Aharonian, qui étaient arrivés à Paris, mais qui n'avaient plus de contact avec son gouvernement pour pouvoir négocier, présenter les arguments des uns et des autres. Il n'y avait pas possibilité vraiment de créer une négociation interne entre le gouvernement d'Arménie et la délégation à Paris, sur place. Donc, c'est la raison pour laquelle, à l'époque, c'était difficile de pouvoir... C'était très difficile, et vous avez raison de rappeler ça. La délégation nationale dirigée par Boros Noubar Pacha, était un personnage international. Bon, il est né en Égypte, son père a été ministre égyptien. Un homme d'affaires en même temps. C'est un homme d'affaires. Avec des il moyens. a un entre-gens formidable. Il sait l'arménien, certes, mais il est beaucoup plus francisé, je dirais, que culturellement arménisé. Il est le fondateur de l'UGAP. Il est connu à Paris, à Londres, à Berlin. Il est à l'aise un peu partout. Avedis Aharonian est notre poète national. C'est un écrivain. Nous ne manquons pas d'écrivains. Qui parlait aussi le français. Pardon ? Qui parlait le français. Il parlait le français parce qu'il avait fait des études, il avait été en Suisse, etc. Certes, il parlait le français, pour ça on l'avait choisi. Mais ce n'est quand même qu'un poète. Il apporte avec lui son enthousiasme et ses sentiments de poète. Si vous avez lu ses textes, de même que je me permets de faire cette parenthèse, un peu plus tard, la République d'Arménie enverra en délégation à Moscou, en 1920, Levon Chant, qui est notre plus grand homme de théâtre moderne, pour négocier avec les bolcheviks. Vous voyez, nous avons affaire à des poètes. Qui viendra en Arménie apporter son aide? On l'a dit, la République a été créée par des hommes, des intellectuels, des hommes de culture, parfois des hommes qui venaient des champs de guerre. Peu d'hommes d'affaires, mais surtout peu d'hommes d'État. Et l'État s'est construit sur... on dirait que c'était un apprentissage pour ces hommes-là. Je m'excusez-moi de vous... Non, vous avez raison de signaler que Boros Noubar Pacha, il avait cette expérience de la relation un peu son avec... mépris aussi. Mais enfin, finalement, il faut pas exagérer non plus. Ils se sont entendus, vaille que vaille, pour faire un mémorandum de l'Arménie intégrale. Et finalement, quand l'Arménie a été reconnue de facto, eh bien, c'est Avedis Aharonian qui représentait la République d'Arménie, qui a signé le fameux traité de Sèvres. C'est pas Boros Noubar Pacha. Alors, permettez-moi de signaler à nos auditeurs qu'ils peuvent appeler au 01 43 53 20 74. Si vous avez des questions à termination, c'est le moment pour les 10 minutes qui nous restent. 01 43 53 20 74. Alors, on va essayer d'aller plus vite et on va essayer de ne pas oublier ces premiers ministres. On a parlé de Kachaznouni, mais on n'a pas insisté là-dessus. Il était le premier ministre. Il a présidé... C'était un ingénieur. Deux gouvernements. De deux gouvernements. Parce qu'on l'oublie souvent. Et puis, ensuite, la grande figure, c'est Alexandre Traditian, qui va lui aussi être l'homme fort de pratiquement printemps 1918 jusqu'au 1er mai printemps 1919, excusez-moi, oui. Au 1er mai 1920, date à laquelle, après la soviétisation de l'Azerbaïdjan, les bolcheviks il y a une tentative des bolcheviks arméniens
Une tentative, il y a une insurrection des bolcheviks arméniens. Tentative militaire, il faut le dire. Une tentative de prendre le pouvoir pour accélérer la soviétisation de l'Arménie. Et là, si vous le permettez, il faut juste signaler que les bolcheviks avaient commencé et réussi presque à faire réussir leur propagande au sein de l'armée, au sein des institutions. Donc il y avait de plus en plus de gens à cette période qui croyaient que il fallait s'allier à la Russie et à la Russie bolchevique désormais. Dans la population arménienne, comme peut-être aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que il faut être avec la Russie dans une sorte de grande confédération, et les bolcheviks étaient les porteurs de cette parole. Mais ça nous ramène à nos propos du début. Peu de gens croient, espèrent en l'indépendance de l'Arménie. Et quand Radician annonce l'acte du 28 mai, un peu plus tard, il souligne le fait que cet acte par lequel on annonce l'Arménie indépendante et réunifiée mettait à mal les Arméniens du Caucase qui espéraient le retour un jour dans un empire russe modifié, démocratisée, vous voyez. Donc, si cette Arménie devenait définitivement indépendante, elle ne pourrait plus être réintégrée à la Russie. Ça, c'était ceux qui, regardant la carte, voyaient comme nous aujourd'hui que l'Arménie est entourée de tous côtés de montagnes, qu'elle n'a pas d'accès à la mer. Bien sûr, un des projets, tout à l'heure j'ai dit que Rupen et Kachazouny trouvaient complètement irréaliste l'Arménie de la mer à la mer, mais ils réclamaient une ouverture, un couloir qui aurait mené à Trébizonde. Et il réclamait en fait la ville de Trébizonde, qui, comme vous savez aujourd'hui, est la ville turque la plus nationaliste de Turquie. Et c'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Les nationalistes les plus ardents en Turquie se recrutent dans les anciens territoires arméniens qui, en effet, avaient nourri les rêves d'une Arménie élargie. L'Arménie du traité de Sèvres, si vous voulez. Alors, pour aller plus vite, Anna, et termination. Allons plus vite. Oranjanian, parce que vous avez rappelé l'arrivée ou le renforcement des positions des bolcheviks, et là, le Tashnakhtutun décide de prendre les reins du pouvoir parce que il fallait faire autrement. C'est plus les institutions. Tout simplement, mais on n'a même pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Les Arméniens n'étaient pas à l'origine hostile aux bolcheviques communistes, et même l'inverse. Pendant la première année, pendant ces 2 premières années, le gouvernement arménien avait accueilli à bras ouverts les communistes arméniens d'Azerbaïdjan ou de Géorgie, qui se sont mis au service de l'État arménien, non pas comme hommes politiques, mais comme instituteurs, par exemple, dans les écoles ou comme travailleurs. Mais certains leur disaient, attention, c'est un danger pour demain. Mais on les avait reçus. Et vous avez raison de dire que la propagande russe, la propagande à la fois idéologique, le marxisme, la lutte des classes, le rêve d'une société sans classe, d'une société juste, qui peut ne pas rêver de ça ? Même aujourd'hui, regardez autour de vous aujourd'hui en France, écoutez les discours d'extrême droite ou d'extrême gauche. Bien entendu et en plus les peuples sont versatiles. On vote un jour comme ci, 6 mois après, quand on n'a pas obtenu les résultats qu'on espérait, à tort ou à raison, on vote autrement. Donc le peuple arménien, dans des conditions absolument dramatiques, était en effet sensible à cette propagande. Ou si vous voulez, de façon plus élégante, faisons relire à nos auditeurs Navleranvrat Kostanzarian, le bateau sur la montagne, où on voit les discussions entre les spiritualistes, les marxistes, etc., etc. Tout ça a été dit, ça a été pensé. Alors, le 1er mai 1920, pour le 1er mai, alors comme tout le monde sait que le Tashnakhtutun fêtait sérieusement le 1er mai depuis l'époque de l'Empire ottoman, depuis très exactement le congrès de Vienne de 1907, puisque le Tashnakhtutun avait été, à la suite du congrès de Vienne, en 1907, admis dans la Seconde Internationale socialiste. Je vous rappelle donc, quand même. Donc le 1er mai, c'était quelque chose socialiste. Voilà, donc je veux dire, c'était acquis par l'ensemble. Il me semble que François Hollande à Yerevan, il y a quelques jours, a rappelé le long contact entre les socialistes français et le Parti socialiste arménien. Donc, je crois que je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu, ou en tous les cas ce que j'ai lu. Donc, le Tashnakhtutun fête solennellement le 1er mai, et les bolcheviks arméniens saisissent cette occasion
faite de la classe ouvrière, dans un pays où il n'y a plus d'ouvriers, plus d'industrie, etc., mais où les seuls ouvriers vraiment qui méritaient ce nom, c'étaient les employés de chemin de fer. Parce qu'il existe encore une ligne de chemin de fer qui va de Tiflis jusqu'à Yerevan. D'ailleurs, le même Kostas Zarian va l'utiliser à plusieurs reprises pour amener son bateau. Qui va jusqu'à Julfa. Je vous rappelle, la voie ferrée va jusqu'à Tulfa, c'est-à-dire jusqu'en Iran. Voie ferrée, enfin, c'est le long de l'Arax. Et donc, très naturellement, c'est là que les bolcheviks auront le plus d'écho. Et tout le monde sait que à ce qu'on appelait à l'époque Alexandropol, qui est le Gümrü aujourd'hui, il y a une tentative de révolte à la gare d'Alexandropol des bolcheviks qui va être écrasée de façon sauvage, disons, enfin de façon extrêmement dure, par les fédérations arméniens, lancés par le nouveau gouvernement qui est apparu à ce moment-là, qui a renversé en somme le gouvernement Khadician, ce qu'on appelait le gouvernement bureau, c'est-à-dire le gouvernement où le premier ministre et ministre de l'Intérieur, c'est Amo Ohanjanian, qui est un militant tachnak de vieille souche, si je puis dire. C'est le bureau, ce qu'on appelle aujourd'hui le bureau mondial. C'est le bureau du Tachnak qui devient le gouvernement. Bon, qui avait été ce bureau du. Alors, et le ministre de l'Intérieur et de la Guerre, c'est Rupender Minassian. Je vais pas citer tous les ministres de ce gouvernement bureau, mais ce gouvernement bureau qui a pris le pouvoir, c'est une espèce de coup d'État, mais comment dire, provoqué par la situation. Une passation de pouvoir, on va dire. Oui, mais rappelez-vous ce qui avait été décidé au 9e congrès du Tashnaktsutun en automne 1919. Le 9e congrès du Tashnaktsutun avait aboli, il y avait même eu 3 bureaux en 1913. Il y avait le bureau d'Erzurum, le bureau occidental, le bureau oriental. Aboli ces bureaux pour un seul bureau, et après d'interminables discussions pour savoir si le gouvernement et le bureau du Tashnaktsutun devaient être des entités séparées ou des entités au contraire fusionnelles. Le congrès du Tashnaktsutun avait décidé que le bureau et l'État étaient deux choses séparées, indépendante. Un peu comme la séparation de l'Église et de l'État, si vous voulez. Et là, donc, ils sont allés à l'encontre de cette notion. Le bureau prend les choses en main. Et c'est le gouvernement Ohanjanian avec Rupen qui va durer du 1er mai, 5 mai très exactement, du 5 mai 1920 jusqu'à la fin novembre 1920. 22, 26? Non, 20 novembre? 20, oui, presque 27 ou 28 novembre 1920. Alors, pourquoi? Alors, d'abord, les bolcheviks sont écrasés. Bon, premièrement. Dans des conditions, c'est le sang coule. Deuxièmement, l'argument clé du gouvernement bureau, c'est que nous ne pouvons pas permettre la soviétisation de l'Arménie, ce qui suppose un ralliement à la Russie bolchevique, alors que des négociations sont en cours à Versailles et qu'on attend la signature du traité de Sèvres. C'est aussi simple que ça. Et c'est peut-être un jeu de dupes. Mais on peut quand même dire en détermination que si l'Arménie n'était plus indépendante en mai 1920 déjà, avec l'arrivée des bolcheviks, jamais l'arbitrage de Wilson, qui aujourd'hui est une lettre morte, mais qui juridiquement et selon le droit international a quand même une valeur très importante et qui trace les frontières de l'Arménie avec un arbitrage reconnu non seulement par les Alliés, mais également par les perdants, dont la Turquie. Donc, Turquie, mais qui n'est pas la Turquie kémaliste. Je vous rappelle que ceux qui signent ce traité de Sèvres, ce sont les représentants du sultan calife, qui est en poste à Istanbul encore. Oui, mais le kémalisme, c'est l'État turc. Les kémalistes sont la grande assemblée kémaliste à Ankara, qui rejette le traité de Sèvres. Ça nous emmène à un autre sujet, mais quoi qu'il en soit... Mais ils ne peuvent sûrement pas rejeter l'arbitrage de Wilson, le traité de Sèvres étant un peu rappelez-vous aussi comment les choses se sont passées. Dès que le traité de Sèvres est signé, ou avant même que le traité de Sèvres soit totalement, que le stylo d'Avedis Aronian, qui est un objet, précieux, conservé dans le musée du Tashnaktsutun, l'encre n'avait pas séché que l'armée kémaliste s'était lancée contre l'Arménie, s'était lancée contre les territoires de Galsedardhan,
avait franchi la frontière pour rendre absolument irrecevable ce traité de Sèvres. Bon. Et toute l'histoire de la fin de la République, c'est l'échec, entre guillemets, de ce gouvernement bureau qui ne réussit pas à défendre en particulier la ville de Gals, enfin la forteresse de Gals, et qui contrôle toute la région, hein, qui est reprise par l'armée turque, qui ouvre une avenue d'invasion, si on peut dire, à l'armée turque, qui revient à Alexandropol, et qui, à partir d'Alexandropol, va en quelque sorte de nouveau annoncer son diktat au gouvernement arménien. Alors cette fois-ci, le gouvernement bureau démissionne, et c'est pour 15 jours, le gouvernement Vratsian, Simon Vratsian, au qui on doit une extraordinaire histoire de la République d'Arménie. C'est vrai. Ça, c'est un livre magnifique qui a beaucoup, Vratsian en personne et le livre de Vratsian ont inspiré pendant des années l'œuvre de Richard Ovanessian. D'abord, Vratsian a formé Richard Ovanessian à Beyrouth, et ensuite Richard Ovanessian s'est lancé dans cet ouvrage, mais l'ouvrage dans la construction de son histoire de la République d'Arménie, là, dont on a déjà parlé ici à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce gouvernement Vratsian, on trouve des essais, Rontgarian en particulier, hein, qui est mort à Paris, que peut-être nos auditeurs les plus âgés comme moi se remémorent, qui était un monsieur absolument délicieux, un très grand esprit. Et je me souviens qu'il avait organisé pour les étudiants arméniens de Tashnaktutun des petites conférences privées. Et moi, j'ai beaucoup appris à son contact, beaucoup. Alors, deux mots sur, sur la fin. La fin, vous la connaissez. Le 2 décembre. La fin, vous la connaissez, c'est entre le 29 novembre, date à laquelle le Herkom, c'est-à-dire le comité révolutionnaire des bolcheviks arméniens venus d'Azerbaïdjan, du Nord, entre en Arménie et proclame la soviétisation de l'Arménie. Et puis le 2 décembre, date à laquelle Alexandre Radician, qui avait démissionné, mais qui est à Yerevan, que le gouvernement Vratsian a envoyé en délégation à Alexandropol pour négocier de nouveau, encore une fois, avec l'armée turque qui menace de marcher sur Yerevan. Là, il y a 3 journées extrêmement confuses au cours desquelles des télégrammes sont échangés entre Vratsian, le gouvernement Vratsian et la délégation de Radician à Alexandropol. D'autre part, Vratsian négocie avec les bolcheviks une reddition possible, une passation du pouvoir aux bolcheviks, et dans cette confusion générale, mais surtout par le fait que les Arméniens sont politiquement et militairement vaincus sur le terrain par les Turcs, Alexandre Radician signe le fameux, ou le sinistre, comme vous voudrez, traité d'Alexandropol, par lequel l'Arménie renonce à Galciardan et renonce au bénéfice du traité de Sèvres, c'est-à-dire à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'arbitrage de Wilson. Bon, ce renoncement sera confirmé par la suite, presque immédiatement, en mars et en octobre 1921, par les traités de Moscou et de Gals, entre l'Empire, non plus l'Empire ottoman, mais le jeune État turc qui n'est pas encore une république reconnue. Hein, on est encore, c'est le mouvement kémaliste, et les 3 républiques encore théoriquement indépendantes, mais toutes les 3 soviétisées, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, qui fixent les fameuses frontières telles qu'elles existent aujourd'hui, ou à peu près. Il y a eu des petites modifications. Il faut peut-être dire que l'Arménie n'a pas participé à Moscou à la signature de ce traité. Elle n'a pas participé. Ah si, elle n'a pas envoyé de délégué. Gals 1921, si. Il y a une délégation. Non, j'entends Moscou. Il y a Moscou, mais Moscou, les Arméniens participent pas à Moscou. Enfin bon, on va pas revenir dans la délégation turque. Bon, c'est les Turcs qui négocient avec les bolcheviks. Et puis ensuite, à Gals, les 3 républiques sont représentées. Et l'astuce, c'est qu'elles sont
toutes les trois réputées encore indépendantes. Elles sont toutes les trois soviétisées et indépendantes, et ce n'est qu'une fois que la frontière a été établie, frontière sur laquelle, vous savez, le gouvernement d'Ankara aujourd'hui est absolument intransigeant, qui est un sujet qui revient sans arrêt, qui est en quelque sorte remis en question par, je dis pas remis en question, mais qui crée dans l'opinion publique arménienne une certaine sensibilité, c'est l'ouverture annoncée de la voie ferrée Gaz-Tiflis qui contourne l'Arménie. Hein, la voie ferrée, bon, voilà. Et donc, cette histoire, elle est très ancienne, mais elle est encore, pour à mes yeux, extrêmement vivante dans la mesure où cet héritage-là, d'abord, il est précieux. Au moment où on va commémorer le centenaire du génocide arménien, je voudrais quand même que les Arméniens soient fiers et sensibles au fait que depuis un siècle, ils ont un État réputé indépendant. Je dis réputé parce que l'indépendance, c'est pas simplement des textes, mais c'est aussi l'indépendance économique, c'est quand même le développement culturel. Et là, c'est un sujet immense. Mais cet État existe. Les Arméniens ont un État. Et cet État, il est l'objet de visites d'autres présidents de beaucoup plus grands États. Bon, donc ça, c'est l'héritage. Mais avec cet héritage, il y a un certain nombre de problèmes qui n'ont jamais été résolus et qui restent encore des plaies très vivaces dans la chair des Arméniens. Alors c'est-à-dire cette fameuse, c'est les territoires perdus de l'Arménie turque. C'est la raison pour laquelle nous avons refait cette émission avec vous en détermination pour rappeler, car on ne peut pas oublier, vous l'avez dit, l'héritage de cette République, de ces hommes de qualité exceptionnelle, des hommes qui sont nés, qui sont venus exceptionnels. Oui, effectivement, cette génération qui était née, qui avait grandi dans les difficultés incroyables, qui a le sang a coulé, des quantités de gens sont morts, ont été tués, ou alors ont disparu un peu plus tard au moment des purges staliniennes, mais c'était vraiment une génération d'hommes exceptionnels. Merci Anaï Termination. Je suis sûr qu'on fera encore beaucoup de 28 mai ensemble. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et bonne fête d'indépendance du 28 mai 1918. Au revoir. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.